Nous allons maintenant écouter Pierre Joannet qui va présenter le travail du groupe de réflexion embryon et développement. Donc, pour chacun des groupes qui va intervenir, on aura un temps de présentation, puis un discutant qui viendra répondre en quelque sorte, et ensuite une discussion avec la salle, tout ça étant rythmé par un chronomètre dur. Merci François. Merci François a très peur que je ne puisse pas passer les diapos. Bonjour. Donc je vais vous parler du travail qu'a fait le groupe sur embryon et développement. En fait, ce groupe s'est constitué suite à la saisine de Thierry Galli de l'Institut thématique multi-organismes, biologie cellulaire, développement et évolution. Saisine qui a été faite en juillet dernier. Donc, au sein du comité s'est constitué un groupe dont vous avez la composition ici. Et je signale que ce groupe est constitué de 2 médecins et de 3 non-médecins. Nous avons choisi de nous intéresser à la recherche sur l'embryon selon un angle particulier qui est souvent ignoré dans tous les débats qui se déroulent sur l'embryon et qui concerne pour l'essentiel les cellules souches embryonnaires et l'utilisation de cellules embryonnaires pour créer des lignées cellulaires ou pour d'autres raisons, des études toxicologiques, pharmacologiques ou autres. Nous avons choisi de nous intéresser à la recherche sur l'embryon qui concernait l'embryon lui-même, ses capacités de développement et son existence, notamment dans les programmes d'assistance médicale à la procréation. Alors d'abord, nous avons analysé le contexte législatif et réglementaire et éthique dans lequel la recherche s'est développée depuis 20 ans. Et quand on a fait cette analyse, force a été de constater que ce contexte n'était pas très simple, pas très facile, dans la mesure où, par exemple, il n'y a pas eu moins de 4 lois qui ont traité de la recherche sur l'embryon depuis 1994. Et que ces lois ont traité l'embryon de différentes manières et la recherche sur l'embryon de différentes manières. Puisque parfois on parle d'expérimentation, parfois on parle de recherche, parfois on parle d'études. Et tout ceci crée une certaine incertitude, des malentendus, des confusions sur les concepts mêmes qu'on cherche à étudier. Sur le plan réglementaire, indépendamment des lois, souvent les décrets d'application mettent plusieurs années à sortir, et ce qui ne facilite vraiment pas les choses pour la mise en œuvre des dispositions législatives. Par exemple, la dernière loi qui date d'août 2013 n'a toujours pas de décret d'application, et c'est encore la loi 2011 qui, de fait, est appliquée. Tout ça, pour nous, il en résulte en fait 2 faits marquants quand on analyse la période des 20 années passées et aussi les débats qui ont lieu, les prises de position multiples. Par exemple, le Comité national d'éthique a publié pas moins de 7 avis différents depuis 30 ans. Et ce qui nous semble ressortir de cet ensemble, c'est que souvent, on a l'impression qu'une recherche ne peut se faire que contre l'embryon, que la recherche biomédicale ne peut que porter atteinte à l'embryon, et que donc certaines personnes souhaitent protéger cet embryon, et pour protéger cet embryon, refusent le principe même de cette recherche. Le deuxième fait marquant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tout le débat porte principalement sur les cellules souches embryonnaires et leur utilisation, et très très peu sur les recherches qui concernent l'embryon lui-même. Embryon qui pourrait, on va le voir, bénéficier éventuellement de ces recherches, ainsi que les personnes qui sont à l'origine de ces embryons, ces personnes par qui ces embryons existent, qui sont les personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Quoi qu'il en soit, et malgré le système d'interdiction, qui, comme vous le savez, a été jusqu'à l'année dernière une interdiction avec dérogation permettant d'autoriser la recherche et confiant à l'Agence de la biomédecine le soin de réguler cette recherche, de l'encadrer, on se rend compte que
Bon, il y a eu très très peu de recherches sur l'embryon en France. En effet, on fait le bilan depuis 2006, quand l'Agence de la biomédecine a été créée, qu'elle a commencé à s'occuper des recherches sur l'embryon. Sur les 66 autorisations qui ont été délivrées par l'Agence de la biomédecine, seulement 5 concernaient des projets de recherche dont la finalité était l'embryon lui-même. Vous avez ici les 5 projets de recherche. 3 concernaient des biomarqueurs du développement embryonnaire préimplantatoire, soit de l'étude de protéines anti-apoptotiques, soit des études épigénétiques, soit des études transcriptomiques faites sur l'embryon. Une était plus fondamentale, celle concernant l'inactivation du chromosome X, mais qui peut aussi être un marqueur du développement embryonnaire. Et puis enfin, une recherche portant sur des embryons issus de diagnostics préimplantatoires à la recherche des conséquences des mutations de l'ADN mitochondrial sur le développement de l'embryon préimplantatoire. On doit noter aussi qu'aucune autorisation n'a été délivrée depuis 2008. 5 autorisations dont je parle, c'était entre 2006 et 2008, et donc depuis 6 ans, il n'y a eu aucune autorisation de recherche concernant l'embryon en France. Nous avons cherché à savoir comment ça se passait dans d'autres pays, donc nous avons invité le président du comité belge qui est chargé de donner aussi les autorisations de recherche sur l'embryon en Belgique. Et il nous a rapporté que sur les 33 projets de recherche qui avaient été autorisés pendant la même période en Belgique concernant l'embryon, 26 concernaient l'embryon lui-même. Donc en Belgique, pays 5 fois moins peuplé que la France, on fait 5 fois plus de recherches concernant l'embryon lui-même. Bon, ceci permet de prendre conscience de l'état des lieux, de la réalité de ce type de recherche en France. Alors, un des points importants quand on parle de recherche sur l'embryon, c'est d'où viennent-ils ces embryons? Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, les embryons dont on parle sont les embryons qui existent au laboratoire, in vitro, avant leur implantation. Les embryons qui sont produits par la fécondation in vitro. Et vous avez ici ces embryons qui sont aux différents stades de leur développement, jusqu'au 5e jour, quand ils sont un blastocyste, au moment où ils sont capables de s'implanter. À partir du 1er jour, à gauche, c'est l'œuf fécondé, la première cellule embryonnaire, et on voit au milieu les 2 pronoyaux contenant l'ADN d'origine paternelle et l'ADN d'origine maternelle. Et entre les deux, il y a une multiplication cellulaire avec toute une série de phénomènes cellulaires, moléculaires qui se produisent pour l'embryon. Dans les programmes de fécondation in vitro, ces embryons peuvent être transférés dans l'utérus de la femme à tous les stades de ce développement. S'ils ne sont pas transférés dans l'utérus, parce qu'on ne doit pas transférer trop d'embryons dans le souci d'éviter les grossesses multiples, on peut congeler ces embryons, les conserver, dans le but de réaliser ultérieurement le projet parental des personnes qui sont à leur origine. Mais s'il n'y a plus de projet parental, à ce moment-là, les personnes ont la possibilité, et c'est reconnu dans la loi, de donner ces embryons pour la recherche. Et c'est à ce niveau-là qu'est la première source d'embryons destinés à la recherche. Ce sont ces embryons cryoconservés, surnuméraires, qui ne répondent plus à un projet parental. Alors, les images que vous avez là sont des images un peu idéalisées, parce que quand on crée des embryons dans une fécondation in vitro, beaucoup des embryons créés n'ont pas cet aspect morphologique idéal qui est représenté, mais présentent des sortes de dérégulation structurale visibles morphologiquement et qui servent d'ailleurs dans les laboratoires de fécondation in vitro à classer les embryons et à identifier ceux qui pourront être transférés avec de bonnes chances de donner naissance à un enfant. Les autres, ils sont jugés non transférables, non congélables. Et donc, n'étant ni transférés ni congelés, leur développement va s'arrêter. Ces embryons-là, non transférables, non congélables, peuvent donc être utilisés pour la recherche. Une troisième source possible d'embryons pour la recherche sont les embryons qui sont testés par diagnostic préimplantatoire comme porteurs d'une pathologie
génico-chromosomiques, et celles qu'on cherche à identifier par diagnostic, et qui, du fait de cette pathologie, ne sont eux aussi pas transférables et peuvent être utilisés pour des programmes de recherche. Donc en fait, on a deux types d'embryons, soit des embryons qui sont utilisables immédiatement après la fécondation in vitro, parce qu'ils ne sont pas transférables, soit du fait de leurs critères morphologiques, soit parce qu'ils sont porteurs de modifications génico-chromosomiques qu'on cherche à éviter en ne les transférant pas dans l'utérus de la future mère. Soit ce sont des embryons cryoconservés qui étaient jugés aptes à pouvoir conduire à la naissance d'un enfant, mais qui ne répondent plus à un projet parental. Et donc ces embryons n'ont pas d'autre avenir que l'arrêt de leur développement. Et c'est dans ces circonstances que les personnes à leur origine peuvent choisir de donner ces embryons à la recherche. À titre d'indication, dans le dernier bilan connu publié par l'Agence de la biomédecine qui fait les analyses annuelles de toutes ces activités, il y avait le 31 décembre 2011 plus de 17 000 embryons qui étaient conservés dans les 104 centres d'assistance médicale à la procréation et qui avaient été donnés à la recherche. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques éléments de réflexion que nous avons développés au sein du groupe. Il nous a semblé utile d'essayer de voir cet embryon, finalement, comment on le considère, qu'est-ce qu'il représente pour nous et dans quelle mesure ces embryons peuvent être l'objet de recherche. Et il nous semble essentiel pour ça que ces embryons soient mis à leur juste place, celle qu'ils occupent, et être à leur juste place, en imaginant qu'ils puissent faire l'objet de recherche, ne veut pas dire qu'on va leur manquer de respect, qu'on va les traiter n'importe comment. Alors, il y a un éternel débat qui est celui du statut de l'embryon, et ce débat ne sera jamais clos, il se poursuivra indéfiniment. Vous savez que le Comité national d'éthique a parlé de personnes humaines potentielles ou de potentialité de personnes. En fait, cette potentialité de personne, elle s'exprime à deux niveaux, ou de deux manières. Elle s'exprime de manière intrinsèque. L'embryon a une valeur intrinsèque qui est liée à sa nature humaine, à son histoire, au fait qu'il est un élément dans une chaîne possible qui va de la conception jusqu'à la création d'un enfant. Mais cet embryon, il a aussi une valeur extrinsèque qui dépend en fait des conditions qui vont permettre son développement pour que la valeur intrinsèque puisse s'exprimer. Et cette valeur extrinsèque, elle dépend des conditions qui sont offertes aux embryons dans les laboratoires où ils existent pour leur développement. Elle dépend de la volonté des personnes qui sont à l'origine que les embryons soient transférés dans l'utérus pour pouvoir poursuivre leur chemin vers la création d'un enfant. Et elles sont aussi dépendantes d'un certain nombre de spécificités liées à l'embryon lui-même qui vont lui permettre de parcourir ce chemin. Si on reprend le schéma que je viens de vous présenter, pour bien vous situer justement cet embryon à sa juste place, j'ai repris le dernier bilan de l'Agence de la biomédecine qui date de 2011 et qui rapporte les tentatives de fécondation in vitro, et j'ai pris les fécondations in vitro dites intraconjugales, c'est-à-dire faites avec les spermatozoïdes du futur père et les ovocytes de la future mère, et qui représentent la presque totalité des assistances médicales à la procréation par fécondation in vitro. Vous voyez qu'en France, il y a eu près de 60 000 tentatives de fécondation in vitro en 2011 en France. Que ces fécondations in vitro ont conduit à la formation de près de 300 000 embryons. Donc près de 300 000 embryons qui ont été créés. Que sur ces 300 000 embryons, presque 1 sur 2, 46%, étaient des embryons non congélables, non transférables, et donc le développement allait s'arrêter à très court terme. Les autres, ceux qui étaient jugés transférables, donc aptes à se développer, ils étaient soit transférés, 88 000 embryons, 31%, soit congelés, 62 000 embryons, 22%. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces embryons qui sont donc jugés les plus aptes à pouvoir se développer ont finalement peu de chances de pouvoir conduire à la naissance d'un enfant. En effet, les 88 000 embryons transférés ont conduit à la naissance de 13 000 enfants, c'est-à-dire un peu moins de 15%.
Et pour les embryons congelés, le bilan de 2011 dit que ceux qui ont été décongelés, pas ceux de cette année-là, mais ceux qui étaient conservés et qui ont été décongelés en 2011, les 43 000 embryons, ont conduit à la naissance de moins de 3 000 enfants, c'est-à-dire à peu près 6%. Donc ce qu'on peut retenir de ça, c'est que quand on considère l'embryon, la capacité de former une personne est très faible. On pourrait presque dire, c'est l'exception, qu'on pourrait dire la règle, la majorité des cas, 93% des embryons ne se développeront pas et ne donneront pas naissance à un enfant. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer la recherche. Et quand on voit ces chiffres avec ces résultats, tout de suite on pense qu'on crée énormément d'embryons pour que relativement peu d'enfants naissent. Parce qu'on n'est pas très efficace. Si effectivement il y a beaucoup d'enfants qui naissent, c'est un prix important qui nécessite la création de beaucoup d'embryons, dont la plupart sont créés inutilement, inefficacement dans les laboratoires. Et que donc, si on veut que cette situation change, il faudrait améliorer les traitements et les procédés utilisés pour assister à la procréation humaine. Et que cette amélioration, ça passe notamment par une meilleure connaissance du développement normal et pathologique de l'embryon, in vitro, au laboratoire. Et que donc, pour pouvoir progresser, il serait peut-être nécessaire de développer des recherches sur l'embryon, mais dont la finalité soit l'embryon lui-même, soit cette connaissance, soit cette amélioration des traitements qui sont donnés aux embryons dans les laboratoires de fécondation in vitro. La reconnaître institutionnellement, la reconnaître socialement, la reconnaître politiquement, si je puis dire, en matière de politique de recherche et de financement de la recherche publique, ce qui n'existe absolument pas actuellement. Deuxièmement, avoir une meilleure organisation de ces embryons qui existent et qui sont donnés à la recherche. Je vous signalais tout à l'heure qu'il y avait 17 000 embryons qui sont répartis dans les 104 centres d'assistance médicale à la procréation. La plupart de ces centres n'ont aucune vocation à faire de la recherche. Ils sont très encombrés, ces embryons ne savent pas quoi en faire. Donc, il serait souhaitable que ces embryons soient regroupés dans des structures, comme c'est le cas pour d'autres éléments qui servent à la recherche, qu'on pourrait appeler des embryothèques, qui gardent ces embryons, qui puissent éventuellement les traiter quand c'est nécessaire, qui puissent les distribuer pour les chercheurs qui souhaiteraient les utiliser. On peut d'ailleurs remarquer que le législateur avait été sensible à cette question en 2011, puisque le législateur, en 2011, dans la loi, avait demandé à ce que le gouvernement fasse un rapport sur cette question dans l'année qui venait, c'est-à-dire avant l'été 2012. Ce rapport n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Enfin, dernière question importante, c'est que si on fait une recherche sur l'embryon, si cette recherche peut être utile à l'embryon, c'est-à-dire si, par exemple, on identifie des marqueurs moléculaires, des marqueurs cellulaires qui permettent d'identifier ces embryons qui sont aptes à se développer par rapport à d'autres qui ne sont pas capables de se développer, pour améliorer les chances que les embryons transférés puissent s'implanter, il faudrait que les embryons qui sont l'objet de ces recherches, quand c'est nécessaire, quand c'est possible, puissent être transférés dans l'utérus des futures mères. Or, actuellement, la loi interdit, par principe, tout transfert d'embryons ayant fait l'objet d'une recherche. Donc voilà, pour conclure, on a proposé quelques mesures. Vous pourrez les voir dans la note qui est sur le site du comité. Comme je le disais, faciliter, promouvoir de la recherche. Nous proposons à l'ITMO d'agir dans ce sens, par exemple en créant des documents pour sensibiliser les décideurs, pour sensibiliser le public sur ces questions de recherche concernant l'embryon. Revoir l'encadrement de la recherche, qui est quand même extrêmement pointilleux. Il y a plusieurs des chercheurs qui ont fait ces recherches dont je parlais tout à l'heure, sont en même temps responsables de centres d'assistance médicale à la procréation, et nous ont fait part de leur étonnement de voir à quel point les embryons qui sont dans les programmes de recherche sont l'objet de mesures extrêmement rigoureuses, extrêmement précises, extrêmement
contraignante pour eux, alors que ces centaines de millions d'embryons qui sont dans le laboratoire de fécondation in vitro, qui ne sont pas destinés à la recherche, eux, font l'objet de pratiquement aucun encadrement. Donc peut-être qu'il faudrait un encadrement qui soit plus adapté et plus simple pour ce type de recherche. Bon, adapter les procédures de consentement, en effet, on peut imaginer que les consentements donnés par les personnes soient variables en fonction du type de recherche. Il ne s'agit pas de donner une recherche pour chaque protocole envisagé, mais peut-être pour un type de recherche. Donc c'est une recherche pour faire des cellules souches, une recherche pour adapter les méthodes d'assistance médicale à la procréation ou autres. Et puis enfin, il y a des problèmes pratiques à régler, par exemple ces embryons non convenables, non transférables, dont la définition n'est pas toujours claire. Peut-être que les professionnels, avec les agences, avec l'ICMO, pourraient faire des guides de bonne pratique pour mieux traiter ces embryons. Voilà, je vous remercie.